Bonjour. Bonjour Olivier. Regarde, ça continue de se connecter encore un peu. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est Marilyn. Bonjour Marilyn. Allez, on donne encore une petite minute et puis on va commencer. Ah, mais on a Magali Baudel parmi nous, une collègue d'une autre région. Bonjour Magali. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, Maëla. C'est Magali de la PFRH Grand Est. Voilà, oui, elle travaille à la PFRH Grand Est et c'était pour montrer un peu aussi le travail qu'on faisait nous par ici. On essaye de développer notre réseau au niveau national et ça fonctionne bien, les partages d'expériences. Eh ben, on est déjà 28, c'est super. Je vous propose de commencer. Bonjour à tous, moi je suis ravie de vous retrouver parce que ça fait un petit moment qu'on s'était pas un peu réunis. Alors même si c'est en distanciel, on accueille des nouveaux qui ont pris leur fonction. Donc bienvenue à eux et surtout un grand merci à Marlène d'avoir accepté de partager son expérience avec nous ce matin. Du coup, Marlène, je vous laisse la main pour nous parler du congé de transition professionnelle. Ce que je vous propose, collègue CMC, c'est que on fait comme d'habitude, on laisse Marlène dérouler sa présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, comme ça on les perd pas. Et puis, pour éviter de l'interrompre, et puis si je vois qu'à un moment donné, ça serait pertinent de couper peut-être Marlène parce qu'il y a des choses récurrentes qui reviennent, et on fait comme ça. Et sinon, on se propose un temps d'échange à la fin. Comme d'habitude, notre objectif, c'est qu'à 9h45, tout le monde puisse reprendre une activité normale. Voilà. Merci. Marlène, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci Maëla pour cette invitation et ce partage. Je vous propose dans un premier temps de balayer un peu le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit le congé de transition professionnelle. Je vous présenterai après la politique d'accompagnement des agents mise en place par la collectivité. Donc moi, je me présente quand même. Je suis conseillère en évolution professionnelle au département du Gers, un département qui compte 1600 agents. Voilà, Marlène, excusez-moi, moi je vous entends plus très bien. Je ne sais pas si les autres vous entendent, mais votre son a baissé un peu. Je vais augmenter mon son. Est-ce que c'est mieux là? Moi non. Les autres, c'est bon? Bon, alors ça a l'air d'être juste moi. Très bien, continuez. Allez. Et du coup, pour finir, je vous présenterai un exemple concret de mise en place du congé de transition professionnelle. Vous voyez l'écran, tout va bien là, c'est ça? Ok. Donc, les dernières évolutions législatives en matière de formation répondent aux difficultés particulières que rencontrent les publics les moins qualifiés, les plus exposés au risque d'usure professionnelle et ceux en situation de handicap dans l'accès à l'évolution. Et donc, à ce titre, le décret du 22 juillet 2022 est venu préciser les modalités d'application. Donc, pour rappel, il prévoit que chaque employeur puisse mettre en place l'offre d'accompagnement personnalisé. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un document en fait qui formalise l'ensemble des actions individuelles et collectives que la collectivité ou la structure propose au service des projets des agents. Donc, c'est ça l'offre d'accompagnement personnalisé. Et l'idée, c'est d'expliquer aux agents comment ils peuvent mobiliser l'offre de service en interne. C'est-à-dire les dispositifs que j'ai à ma disposition, comment j'y ai accès, avec quel formulaire, quel circuit de demande, quel délai de réponse et quelle prise en charge également. Ce document, il doit être communiqué et présenté au comité social compétent.
Donc, le décret a également instauré 2 outils d'accompagnement, le bilan de parcours professionnel, qui est conduit par un professionnel qualifié, qui est tenu au secret à la discrétion professionnelle. En réalité, ça s'apparente a priori au conseil en évolution professionnelle. Et le plan individuel de développement de compétences qui est, lui, formalisé par une convention qui est signée entre l'agent, le supérieur hiérarchique et les services RH et qui décrit les actions qui vont participer au projet d'évolution professionnelle de l'agent et qui précise les engagements convenus entre chacune des parties. Et enfin, le dernier dispositif, c'est la période d'immersion professionnelle que tout le monde utilise et peut-être utilisait, en tout cas nous c'était le cas avant le décret 2022. Et cette immersion, c'est une forme du coup de stage d'observation qui est très très utile pour valider des projets professionnels. Donc le décret prévoit que ces périodes sont réservées aux employeurs publics. Donc, on n'est pas quand même sur des accompagnements vers le privé. Et ils peuvent durer de 2 à 10 jours par stage dans la limite de 20 jours sur 3 années. Le décret instaure également des nouveaux droits donc, pour les publics dits prioritaires. Donc, il s'agit des titulaires et contractuels de catégorie C qui a un niveau inférieur au niveau 4, donc soit le niveau bac aujourd'hui. Les agents en situation de handicap, donc la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et les agents en risque d'usure professionnelle selon l'avis de la médecine du travail. Donc ces publics ont droit à un accès à la formation, un accès prioritaire à la formation, et voient leurs droits également majorés au niveau, donc on a vu du congé de formation, du congé VAE et du congé de bilan de compétences. Donc, par exemple, pour le congé de formation, la durée passe de 3 ans à 5 ans avec 2 ans de rémunération. La première, enfin, c'est une indemnité. L'indemnité de la première année est donc de 100% du traitement brut et 85% pour la deuxième année. Et le congé VAE et le congé bilan de compétences, lui, passe de 72 heures à 24 heures pour le droit commun. Voilà un peu pour le cadre global et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est le congé de transition professionnelle. Donc pour rappel, l'objectif de ce congé, donc c'est se former dans l'intention d'exercer un nouveau métier au sein du service public, mais aussi au sein du service privé. Donc c'est quand même une ouverture. Donc, il est réservé au public prioritaire que je viens de citer tout à l'heure, catégorie C, niveau 4, bénéficiaires d'obligation, et les agents exposés au risque d'usure, c'est vraiment compte tenu de leur situation professionnelle individuelle. Il y a l'avis de la médecine de professionnelle du travail doit prendre en compte la situation professionnelle individuelle pour le coup. Donc, il est réservé à ce public prioritaire et il doit concerner une formation qualifiante, donc inscrite au RNCP, de plus de 120 heures, ou il peut aussi concerner les formations pour créateurs d'entreprises de 70 heures et plus. Donc, sa durée est d'1 an maximum, il peut être fractionné, et il est aussi cumulable avec d'autres congés de formation. C'est pour ça qu'on peut après s'imaginer des montages intéressants pour accompagner les agents dans la mise en œuvre de leurs projets. Au niveau de la prise en charge, on va être sur le même fonctionnement que pour le CPF. L'employeur doit prévoir une prise en charge totale ou partielle des frais de formation, du coût pédagogique. Donc c'est à lui après à définir les plafonds. Et par rapport à la rémunération, le traitement brut est maintenu. Et concernant le régime indemnitaire, il faut le prévoir par délibération si le choix est fait de maintenir le régime indemnitaire. Je continue et les questions viendront après, c'est bon?
Oui, c'est bien, Magali, parfait, on a dit. Donc, je vous propose de vous présenter rapidement comment on a mis en place le CPF dans la collectivité, comment on s'organise un petit peu pour recontextualiser. Du coup, l'accompagnement des agents, donc c'est vraiment effectivement une organisation qui est structurée. Alors là, j'ai mis au service au sein de 2 services, mais c'est quand même une approche pluridisciplinaire et chaque service est concerné dans l'accompagnement des agents, notamment le service recrutement et le service carrière épais que j'ai pas noté là. Mais en gros, sur l'accompagnement de proximité des agents, nous, on est structuré en 2 services. Le service santé, action sociale au travail, dans lequel il va y avoir 2 assistantes sociales du personnel, une psychologue du travail, qui accompagnent les agents dès leur arrêt maladie pour les accompagner dans l'accès aux droits et du coup d'anticiper le retour à l'emploi, de les accompagner sur le maintien à l'emploi globalement en lien avec la médecine de prévention, nous qui dépendons du centre de gestion du Gers. Et en parallèle, l'accompagnement se fait par le service formation et développement des parcours professionnels dont je fais partie, dont l'objectif est d'accompagner les agents qui sont en quête d'évolution professionnelle, que ce soit choisie ou contrainte. Donc, à vrai dire, au sein du département, il y a vraiment une réelle volonté politique de sécurisation des parcours professionnels. C'est un domaine qui est inscrit dans les lignes directrices de gestion pour nous. Hein. Donc, s'agissant de la formation personnelle, donc au titre du CPF, le département du Gers a statué sur les plafonds suivants. Du coup, on peut accorder jusqu'à 2 000 € pour l'accompagnement à la VAE. C'est un montant qu'on a augmenté récemment parce qu'on s'est rendu compte que les tarifs des accompagnements VAE ont nettement augmenté récemment. Donc, comme tout. Pour le bilan de compétences, on a un plafond à 1 600 €. Et sur toutes les actions de formation qui vont participer à un projet d'évolution professionnelle, on a statué sur 25 € de l'heure à hauteur de 3 000 €. À côté de ça, les frais de transport, restauration, hébergement restent à la charge du bénéficiaire. Et concernant du coup le congé de transition professionnelle, en fait, on a collé les mêmes règles. On est resté sur le principe que sur le congé de transition professionnelle, on participera à hauteur de 25 € de l'heure dans la limite de 3 000 €. On ne participera pas aux frais de transport, hébergement et le RI n'est pas maintenu. Donc, on est vraiment sur du traitement brut à 100%. Les projets des agents chez nous sont évalués en commission 2 fois par an, en mai et octobre, mis à part sur les demandes des accompagnements VAE où là, on a accepté de les étudier au fil de l'eau, finalement, pour pas bloquer la démarche, parce que des fois, les dates ne collent pas forcément. Et puis, on pousse vraiment les agents à valider du coup les diplômes pour les accompagner dans leur évolution. Voilà. Du coup, récemment, on a mis à jour nous le guide réglementaire de formation là pour intégrer les dernières nouveautés. Et pour essayer d'établir maintenant l'offre de services, la communication de l'offre de services personnalisée. Donc, le guide, il a été présenté au CST du 12 septembre 2024, donc c'est récent et on souhaite le décliner en fiche thématique sur l'intranet et le diffuser comme ça. Donc, pour notre exemple, donc nous avons accompagné, je l'appellerai Madame J. Hein. Aujourd'hui, elle a 38 ans. Elle est arrivée au département du Gers en 2016 en qualité de travailleur social au service de l'aide sociale à l'enfance. Donc, elle a réussi son concours d'assistante socio-éducatif et elle a été stagiairisée en 2018. Malheureusement, 2 ans après son arrivée, elle a connu des signes d'épuisement qui a engendré un arrêt de travail
Et du coup, il est avec une impossibilité de retourner sur son poste de travail du fait des conditions de travail, avec une évaluation d'une charge de travail, une charge émotionnelle très élevée, un manque de moyens, une incompatibilité avec la vie personnelle. Et à cette époque-là, elle avait déjà vu la médecine du travail qui avait préconisé un changement de poste. Donc ainsi, en 2020, grâce à l'accompagnement du service santé au travail, elle a intégré un poste de travailleur social action gérontologique. Et à ce moment-là, elle se questionnait déjà sur son souhait de rester finalement travailleur social. Et elle aurait aimé travailler les reconversions professionnelles. Elle avait déjà eu pour idée de reprendre les études, mais en analysant le plan d'action, finalement, les dispositifs n'étaient pas favorables. Elle ne pouvait pas se permettre de reprendre les études sans rémunération. Donc, elle a poursuivi du coup 2-3 ans sur ce poste d'assistante sociale en action gérontologique. Et en 2023, elle a revu la psychologue du travail du SAST, puisqu'elle elle avait de nouveau des signes d'épuisement. Et puis, elle a décidé d'engager un conseil en évolution professionnelle, donc auprès de moi. Et là, les démarches, elles se sont enchaînées très vite, finalement, puisque pendant ces 2 ans, elle avait pu déjà faire le deuil de son métier. Et très vite, on a clarifié les intérêts professionnels, ses valeurs de vie, ses valeurs au travail, et notamment qui ressortaient de justice sociale. Et une seule piste qui était déjà finalement mûre dans sa tête, c'était d'être professeur des écoles. Donc pour elle, ce métier, ça permettait de répondre à la lutte contre les inégalités, et vraiment cette orientation, elle prenait tout son sens. Donc elle a pu valider son projet par des enquêtes métiers. Elle avait quand même des connaissances autour d'elle hein, qui exerçaient déjà ce métier. Et elle a pu rapidement contacter l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, qui a très vite perçu que son profil était intéressant donc pour cette orientation-là. Et comme elle était titulaire d'une licence en psycho et du diplôme d'assistante sociale, donc il s'agissait de reprendre ses études pour valider un master. Donc, le master MEF, c'est le master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation en mention premier degré. Elle s'est renseignée sur ce master-là. En termes de coût, c'était 15 € de l'heure, donc ça rentrait dans nos critères de CPF. Mais clairement, les dispositifs de 3 communs ne pouvaient toujours pas lui permettre de répondre à ce projet, puisqu'elle est mère de famille, elle ne pouvait pas demander un congé de formation de 2 ans et n'être rémunérée qu'une première année. Mais bon, comme vous l'avez compris, elle exprimait beaucoup de souffrance sur son métier de travailleur social. On a bien évalué avec la psychologue du travail qu'il y avait un risque d'arrêt long. Et donc, on a organisé une visite médicale auprès de la médecine du travail, à qui nous avions tout de même expliqué les mesures spécifiques du décret 2022, qui inclut dans les publics prioritaires, du coup, les personnes exposées au risque d'usure professionnelle. Et le médecin du travail a rendu son avis en mentionnant des facteurs de risque identifiés et un projet de maintien dans l'emploi à soutenir. Donc, partant de là, nous avons proposé à son responsable hiérarchique et en commission RH un montage grâce à ce congé de transition professionnelle. Donc, un montage qui cumule congé de transition professionnelle la première année et congé de formation la deuxième année. Le congé de transition professionnelle lui permettait de demander 3 000 € de prise en charge des frais pédagogiques. Et du coup, le cumul des 2 congés lui permettait également d'être rémunéré à 100% du traitement brut, donc sur les 2 ans. Au niveau du coût de la formation coûtait 12 750 € hors frais d'inscription, donc c'est quand même un sacré budget. Moins les 3 000 € qu'on pouvait lui accorder, il restait 9 750 €.
Mais il faut savoir, alors peut-être que vous le savez déjà, mais il y a des politiques tarifaires sur la formation continue. Et les stagiaires, sur des reprises d'études, ils peuvent demander des frais de formation, ils peuvent demander des exonérations en fait sur les frais de formation selon leurs conditions de ressources. Et la situation de Madame J, du coup, elle a pu bénéficier d'une exonération de 80% des frais de formation. Donc, au final, son reste à charge était de 2 436 € sur les 2 ans. Donc, les planètes étaient bien alignées au final. Et donc, nous avons sollicité l'avis de sa responsable hiérarchique, mais elle a donné un avis sous réserve que Madame J soit remplacée sur son poste. Donc, forcément. Donc, en commission, le parcours de cette professionnelle avec le risque, en fait, d'arrêt maladie long, qui est coûteux, a été entendu par la collectivité. La collectivité a choisi de soutenir cette professionnelle malgré les coûts importants parce que c'était pas effectivement aussi il y a les 2 ans de rémunération de congé, les 3 000 €, mais il y a aussi le remplacement du coup par une contractuelle. Donc je vous avoue que avant de présenter cette situation en commission, je n'étais pas du tout confiante. Mais finalement, il faut vraiment se dire que tout est possible. Et qu'effectivement, si on évalue les coûts indirects, puisqu'on sait les coûts d'un congé longue maladie, par exemple, et l'effet bénéfique que peut avoir ce type d'accompagnement sur une personne voilà, qui est en train de se reconstruire, je pense que voilà, il faut y mettre toute son énergie et des fois, comme ça, oui, ça peut passer. On peut aider une personne du coup sur un parcours important. Donc actuellement, elle est en 2e année, elle présentera là le concours et l'année suivante, après la validation de son master, elle pourra s'inscrire dans la campagne de recrutement en fait par voie de détachement, puisqu'en qualité de travailleur social, elle, on l'avait vérifié avant ça. Comme elle était catégorie A, elle peut être détachée sur le corps des enseignants du 1er degré. Voilà, donc on l'avait vérifié notamment avec Madame Mondongu. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui et je la remercie pour tous les échanges que l'on a pu avoir afin de lui accompagner cet agent dans son projet professionnel. Voilà un peu ce que je peux vous en dire et voilà, je vous laisse peut-être poser des questions. Merci beaucoup, Marlène. Tout à l'heure, je me suis trompée de prénom. Je suis désolée. C'est pas grave. Alors, on commence à avoir des questions dans le chat. Il y avait quelqu'un qui demande si, en parallèle du guide réglementaire, vous avez rédigé une offre d'accompagnement personnalisée. Alors non, on l'a pas encore fait. Voilà, c'est notre prochaine étape, l'offre d'accompagnement personnalisé. On est au stade du guide réglementaire et on va décliner ce guide en fiche pour être vraiment explicatif sur les actions et sur les étapes des demandes pour décliner cette offre de service. Alors, il y a quelqu'un qui dit que c'est une belle réussite et un bel investissement de la collectivité. C'est vrai, vous l'avez dit, Marlène, en fait, il y a une vraie politique d'accompagnement des agents et puis peut-être un examen aussi des situations individuelles qui permet, ça ne peut pas évidemment se généraliser. J'imagine que si vous aviez un appel d'air énorme, vous ne pourriez pas financièrement faire face. Alors, il y a Lydie qui demande vers quel organisme se tourner pour la demande d'exonération des frais de formation. Est-ce que vous savez, Marlène? C'est auprès de l'université directement. Hein. D'accord. Ils ont une politique tarifaire, il faut les contacter. En fait, ils nous ont fait un devis. Après, l'agent en question les a contactés puisque ça dépend du coefficient familial. Donc, a transmis ses ressources. Et voilà. Après, sur le site, après, si vous êtes intéressé, voilà, sur les sites, on peut trouver les offres tarifaires des universités. Je ne sais pas si c'est un décret ou si c'est changeant d'une université à l'autre, par contre. Hein. Oui, c'est certainement variable.
Ouais. Alors, on a Anne qui demande ce que vous avez comme connaissance des possibilités de refus de la collectivité, parce que les textes ne sont pas forcément hyper précis. Des refus de demande de congé transition professionnelle Ouais. notamment ou de façon globale sur le CPF. Alors, je me rappelle pas très bien. Il y a le droit d'un refus motivé. Faut le passer en CAP derrière. Ah, je vois que Anne est en train de compléter. Peut-être elle va. Après, si vous voulez prendre la parole, vous Oui, pouvez, hein, plutôt ouais. uniquement sur le congé de transition professionnelle, pas sur le CPF. Qu'est-ce qui peut amener la collectivité à refuser un congé de transition professionnelle? Je vous avoue que ben, déjà, pour moi, c'est un peu le même principe que le CPF. La question budgétaire peut être une raison de refus. Après, également, si le projet n'est pas clairement validé, enfin nous, en tout cas en commission CPF, on va vraiment étudier la faisabilité du projet, le réalisme en fait du projet. Euh, Après, je vous avoue que j'ai pas bien regardé les textes à ce sujet-là, sur les raisons de refus. Si vous voulez, je le regarderai, on pourra peut-être communiquer, Maëla, pour Oui. donner une réponse plus précise ultérieurement. Oui, ben, on peut communiquer par Rezana, on a un fil de discussion, donc on peut poursuivre cette discussion. Je vois qu'il y a des gens qui réagissent. Il y a Sophie qui fait une remarque qui est assez pertinente, effectivement. Bravo pour la fluidité des actions avec les services de santé. C'est pas toujours évident d'embarquer la médecine du travail, des Oui, fois, quand on en a déjà un médecin du travail, d'arriver à l'embarquer sur ces démarches. effectivement, au département, on a mis en place depuis 2010 une politique en faveur des personnes en situation de handicap où on a créé le partenariat entre l'ensemble des services RH, mais aussi avec la médecine de prévention. On a vraiment la chance, effectivement, d'avoir une grande collaboration avec les services de la médecine du travail où une fois par mois, la psychologue du travail, les assistantes sociales se réunissent avec la médecine du travail pour balayer les situations. Il y a Sophie du conseil départemental d'Haute-Garonne qui répond, qui dit que pour le refus, la demande, en fait, si ça ne répond pas aux 3 critères réglementaires, c'est la cohérence du projet de reconversion, la pertinence du parcours de formation et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. D'accord, oui. Okay. Au-delà même d'avoir le budget suffisant pour pouvoir répondre. C'est dans la faisabilité du projet. Et Sophie dit également, on peut s'appuyer sur les nécessités de service, mais c'est risqué. Oui, voilà. Ok. Et j'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'écrire, mais là, c'est pas encore arrivé sur le chat. Donc oui, on pourra continuer effectivement de poursuivre les discussions sur Rezana dans le fil de discussion si vous avez d'autres éléments ou d'autres questions. Est-ce que parmi les collègues CMC, il y a quelqu'un qui a encore des questions à poser à Marlène, qui voudrait ou réagir par rapport à ce qui a été dit? Bon, c'est vrai que on voit que l'engagement politique est extrêmement important. Hein. S'il n'y a pas une politique volontariste d'accompagnement des agents, ça va être... c'est plus compliqué. Alors, je vois que Magali Bonjour, moi a j'avais une question, j'avais posé une question, vous ne l'avez pas vu sur le chat, c'était sur la commission CPF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle fonctionne, votre commission, qui en fait partie, quelle est sa fréquence, voilà, s'il y a des possibilités de recours, comment fonctionne cette commission? Alors la commission CPF, elle se réunit 2 fois par an, en mai et octobre. Et il y a essentiellement la DRH adjointe, la chef de service formation et développement des parcours et moi-même qui présente les projets. Après, on a plusieurs instances. En fait, ça c'est vraiment l'instance décisionnaire où on va, on a un budget restreint, hein, donc on a, pour être transparente avec vous, on avait 10 000 € et on vient de passer à 13 000 €. Quelle chance!
par an pour l'ensemble des projets des agents. Donc, bilan de compétences, VAE, parcours du coup de formation, congé de transition professionnelle maintenant. Au-delà de ça, la construction du projet professionnel et là, la coordination des services, notamment avec le service santé au travail, elle se fait par le biais de d'autres commissions qui sont les commissions maintien dans l'emploi, où vraiment c'est une instance transversale avec le service carrière et paix, avec le service recrutement, le service santé au travail et le service formation. Ok, Il y a plein de questions qui merci. apparaissent aussi. Merci beaucoup. Alors, il y avait Magali Baudel qui voulait poser une question. Magali. Oui, alors moi, en fait, merci beaucoup pour les présentations, c'était très intéressant. Et en fait, la question rejoignait en fait l'intervention de la collègue précédente. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était globalement combien vous avez de dossiers, parce que là, on présente un cas de projet qui est réussi. Comme vous le dites, vous êtes très limité avec 13 000 euros. J'aurais aimé savoir globalement combien vous en présentez, parce que c'est ça la problématique, c'est souvent on est obligé de choisir pratiquement quel projet on va choisir. Voilà, c'est combien vous en présentez, si c'est 2 fois par an. Et alors, le volume, alors depuis 2 ans que je suis sur le poste, je vais avoir 4-5 dossiers par commission, réellement. Hors VAE, parce que les VAE, on les présente au fil de l'eau. 4-5 dossiers de parcours de formation payante. Je parle pas, pareil, toutes les formations, tous les accompagnements qui nécessitent un plan d'action de formation par le CNFPT, on les étudie au fil de l'eau, puisqu'il n'y a pas réellement de coût derrière. Donc, c'est effectivement 4 là pour la prochaine commission que j'ai le 14 octobre. J'ai 5 dossiers à présenter. Donc, en effet, on va regarder le critère de maturité, la maturité du projet et les perspectives d'avenir. On a de plus en plus de demandes sur des cumuls retraite-activité, avec des agents qui viennent vers 58-59 ans, qui commencent à réfléchir à développer une activité pour prévoir ce cumul retraite-activité. C'est des choses qu'on peut aussi valoriser si le projet est viable. Donc c'est vraiment, on a eu des demandes effectivement aussi pour du cumul activité au quotidien, c'est-à-dire avant la retraite. Et puis, par contre, une personne qui doit avoir une mobilité géographique et qui doit passer un permis poids lourd, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, qui avait une promesse d'embauche, forcément, il est prioritaire. On savait que derrière la formation, il allait trouver directement un travail. Donc, ça va être vraiment sur le réalisme du projet, en fait. S'il y a un cumul d'activités, on va vraiment demander une étude de marché, voir s'il y a des concurrences, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent développer des activités telles que sophrologue ou technicien bien-être. Bon, voilà, c'est très développé. Sur ce champ-là, ben, c'est difficile de bloquer si on a du budget. Et à la fois, on sait que ben, y a vraiment besoin que la personne s'investisse vraiment comme une création d'entreprise. C'est-à-dire, on va lui demander de vraiment faire une étude de marché, de voir quels sont les concurrents autour de chez elle, combien elle pense accorder de temps, est-ce qu'il y a déjà des contacts. Voilà, on va vraiment creuser les démarches et la maturité du projet. Pour avoir une idée, Marlène, vous avez combien d'agents au conseil départemental du Gers? 1600. Ok. Oui, donc le nombre de demandes finalement n'est pas énorme par rapport au nombre d'agents en proportion. Oh, non. Alors, j'essaie de n'oublier personne. Je vois que Laurence a répondu à Bastien. Magali complétait sa question en demandant si Madame J avait pu faire une immersion professionnelle. Alors,
Effectivement, ça aurait été l'idéal. Elle ne l'a pas fait. On était vraiment en période de juin. En fait, tout s'est enchaîné très, très rapidement pour madame. Donc, on était vraiment en fin d'année scolaire. Donc, on n'a pas eu le temps de mettre en place une immersion professionnelle. Mais ça aurait été vraiment l'idéal. Voilà. Excusez-moi, j'ai une petite question. Bonjour. Comment vous gérez par rapport à cette commission les délais de réponse entre la saisine? C'est-à-dire que, je sais plus, quand on me demande un bilan, ce genre de choses, il faut que la collectivité réponde avant 30 jours. Vous avez une période de recensement des besoins bien limitée où ils peuvent faire leur demande de congé, bilan au fil de l'eau avant les commissions? Alors, comme généralement je les accompagne, voilà, je leur fais déposer la demande juste avant la commission, si vous voulez. On a un formulaire de demande et un mois avant la commission, je réceptionne les demandes formalisées. Ok, merci. Il y a Marie-Agnès qui demande les 13 000 € par rapport au budget global formation, c'est quelle proportion? Je devais être limitée sur la réponse à cette question. Je ne connais pas le budget global de la formation. Il m'aurait fallu ma responsable. Je pourrais vous répondre. Oui, bah c'est super. Merci Marlène. Alors, il nous reste encore 10 minutes. Moi, j'en prendrai 2 pour vous parler de la suite du réseau pour l'animation. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont encore une ou deux petites questions Alors, vous pouvez soit prendre la parole, soit écrire dans le chat si vous voulez. Bon, il y a pas mal de remerciements, hein, Marlène. Je crois qu'on est 46 quand même ce matin, donc je pense que c'est un sujet qui intéressait vraiment le réseau. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions, qu'il n'y a plus personne qui se manifeste. Voilà. Moi, je vais vous parler peut-être de la suite. Donc, on a rendez-vous le 13 décembre pour le petit déjeuner numéro 4. Alors, j'ai vu que Céline était connectée. Ce sera elle, Céline Kézac du CDG 82. C'est elle qui fera le prochain petit déjeuner pour vous présenter la méthode de recrutement par simulation. Pour voir comment est-ce que nous, en tant que CMC, on peut accompagner des agents qui pourraient être confrontés à ces nouvelles méthodes de recrutement. Comment est-ce qu'on peut les préparer aussi à ça? Je me suis dit que c'était intéressant aussi de connaître ces nouvelles méthodes de recrutement pour qu'on soit un peu plus performants dans nos accompagnements. Voilà. Et puis, je vais sûrement vous solliciter. Alors, vous le savez, Christelle Blazac est partie vers des nouvelles fonctions. Donc, pour l'instant, je suis toute seule à animer le réseau. On a recruté quelqu'un d'autre. C'était une collègue du réseau puisque c'est Cécile Fréry de l'INSERM qui rejoindra l'équipe de la PFRH au 1er janvier. Donc, on continuera toutes les deux d'animer ce réseau. Et puis, on va sûrement vous solliciter pour voir comment est-ce qu'on fait continuer ces petits déjeuners. Si vous avez envie de partager certaines expériences, ou si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, sur lesquels il faut qu'on fasse un peu de veille collective. Comment est-ce qu'on continue voilà, parce que moi, j'aimerais bien qu'on continue de se voir une fois par trimestre, au moins en distanciel pour garder le lien et puis favoriser quand même ce partage d'expériences en interfonction publique. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis, si on voit voilà, le fait qu'il y ait toutes ces personnes connectées, que ça répond aussi à des attentes. Voilà, donc je pense que je vous enverrai un petit sondage via Rezana, si j'arrive à poser toutes les questions que je veux. Sinon, ce sera un lien sur Manframaform. Mais voilà, pour faire à la fois du recueil, voir quelles sont vos attentes, le format, la durée, si ça répond toujours à nos attentes. Et puis, si vous avez de nouvelles idées, on prend. Voilà, on va faire fonctionner l'intelligence collective. Un grand merci à vous pour votre présence ce matin et un grand merci à Marlène qui a pris le temps de préparer cette présentation et puis d'animer ce petit déjeuner ce matin. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée et puis à très bientôt pour ceux qui participent aux entretiens flash pour le salon de l'emploi et puis sinon en décembre pour les autres. Je vais mettre fin à l'enregistrement. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.